BFM Business, BFM Crypto, les pros. Guillaume Sommerer. L'avenir a de nombreux domiciles, mais sa résidence principale est sans doute ici, dans l'univers des blockchains et des cryptos. Les pros des cryptos à domicile, chaque vendredi. Et on est ravis, comme chaque semaine, de recevoir, d'accueillir nos NFT, nos talents non fongibles. À nous, elle est là, fidèle au poste. Elle répond chaque vendredi à l'appel de BFM. Claire Balva, bonjour Claire. Bonjour Guillaume. Bienvenue, experte crypto et Web3. Vous représentez aussi la société Débloc, effectivement. On appellera Thibaut Moutrou aussi dans quelques minutes depuis les bureaux de Meria. Et puis, avant de parcourir les headlines, mesurons le potentiel des différents cours des cryptos, notamment le Bitcoin et l'Ether, grâce à Vincent Gann. Bonjour Vincent. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Analyste technique indépendant. On est toujours ravis, Vincent, de vous retrouver. Et moi aussi. Ouais, merci. Le mois de janvier est révolu, Vincent. En termes de prix et d'analyse technique, quel bilan faites-vous sur le cours du Bitcoin du mois de janvier? Alors pour vous répondre très directement, en termes d'action des prix, le cours du Bitcoin termine le mois à peu près à l'équilibre. Pas tellement représentatif du mois puisque le marché a balayé un intervalle compris entre 39 000 et 48 000 $. 9 000 $, c'est donc un mois qui a connu une volatilité réalisée très importante. Janvier, c'est le mois qui a vu des flux entrants nets importants vers les ETF Bitcoin Spot, mais c'est surtout un mois qui a vu l'engagement d'une phase de prise de profit qui vient en fait consolider les 160% de hausse de l'année 2023. Donc ça, c'est pour l'action des prix du mois de janvier. Maintenant, la seconde partie de votre question, l'analyse technique, la question que se posent les chartistes, elle est de savoir si cette phase de consolidation sur le cours du Bitcoin, elle est terminée, donc tout le mouvement qui a eu lieu entre 48 000 et un peu moins de 39 000 $. Moi, je vous répondrai de la façon suivante, j'ai l'habitude de le faire. C'est très bien de tenir un support, donc c'est une bonne chose, très bien, le marché a rebondi dessus. Maintenant, en analyse technique, pour savoir si la tendance de fond, alors qui est une tendance haussière, je vous le rassure, celle qui a démarré à l'automne 2022, pour savoir si elle est relancée, il faut dépasser la résistance. Encore faut-il avoir identifié la bonne résistance, celle qui est tangible, celle qui redonne le signal de la reprise du mouvement de fond. Et cette résistance, je la connais, je vous la donne, enfin j'estime la connaître, c'est le niveau des 44 500 $. Et donc, comme vous pouvez le constater, le prix du marché ne l'a pas dépassé cette semaine. Donc la réponse est non. Tant que le marché se maintient sous ce niveau des 44 500 $, on reste dans cette phase de prise de profit qui a commencé en janvier. Maintenant février, qu'est-ce qu'on peut attendre de février? Oui. Beaucoup de choses. Mais je peux vous donner une petite information. Vous savez, en analyse technique, on regarde les données dites de saisonnalité, c'est-à-dire la performance moyenne de différentes périodes. Et si on regarde par exemple le mois de février, depuis 14 ans environ, oui, Bitcoin est un adolescent. Depuis 14 ans, en général, le mois de février, c'est pas un mauvais mois, c'est pas le meilleur, c'est pas comme octobre-novembre, mais c'est un bon mois. Bon, on fera le bilan dans 4 semaines, cher Guillaume. Effectivement, puisque c'est le jour de la Chandeleur, aujourd'hui, on espère que les cours des cryptos ne vont pas retourner les investisseurs comme une crêpe au mois de février. Bon. Souhaitons-le. Merci Vincent. Tiens, on va rester avec vous quand même. On va profiter de votre présence avec nous, c'est vrai, un peu à distance au téléphone, pour continuer de parler des potentiels différents cours des cryptos et notamment sur les altcoins. Et on rappelle à ceux qui nous suivent que l'analyse technique que vous partagez ici ne constitue en rien des conseils d'investissement. Les seuils techniques que vous partagez ici ne sont pas des conseils, ne sont pas des recommandations d'investissement. Mais enfin, quand on regarde au-delà du Bitcoin, est-ce que vous voyez des altcoins là qui présentent un potentiel technique à la hausse important ? Alors effectivement, j'en suis un certain nombre. La vraie question que les traders doivent se poser, c'est quels sont les altcoins qui sont capables de faire mieux que le BTC, puisque Bitcoin est leader depuis sa reprise à l'automne 2022. Alors pour ça, ce que l'on peut faire, c'est pratiquer l'analyse technique sur les paires en BTC. Prenez une altcoin et vous faites /BTC, au numérateur le BTC, et puis au dénominateur le contraire, pardon. Alors moi, il y en a une qui m'intéresse particulièrement, c'est Link, L-I-N-K. C'est un jeton qui, en 2023, représente un peu le cas d'école chartiste d'une tendance qui se renverse à la hausse. Et lorsque vous regardez le cross Link/BTC, donc la force relative de Link face au Bitcoin, là aussi c'est une tendance haussière. Donc c'est à la fois une tendance haussière absolue en termes de prix concernant l'altcoin Link et en même temps une tendance haussière relative lorsqu'on compare la performance de Link face au BTC. Donc voilà, je vous invite à vous y intéresser. Et moi, ma cible, mais encore une fois ce n'est que ma cible, c'est le niveau des 50 $. Pour la fin d'année, le marché est à 18. Donc vous voyez, il reste du potentiel. Merci beaucoup Vincent. Vincent Gann, analyste technique indépendant régulièrement à nos côtés. Les pros des cryptos, c'est parti. 25 minutes pour recouvrir, remonter la semaine crypto, l'actualité crypto. On parlera notamment des monnaies numériques. Les Émirats Arabes Unis qui accélèrent un deal avec la Chine en dirham numérique, figurez-vous, sans passer par la case dollar. Et si la dédollarisation
du monde était en train d'accélérer. On posera la question. On parlera aussi d'intelligence artificielle. Est-ce que l'IA est un plus pour les blockchains? Vitalik Buterin, dans une note de blog, a dit ce qu'il en pensait cette semaine. Nous, on se demandera si le Bitcoin pourrait devenir la monnaie native de l'intelligence artificielle. Question qu'on posera à nos pros des cryptos dans un instant. Et puis un hack, le patron de Ripple piraté. Oui, le patron de Ripple en personne, il s'est fait dérober des millions de XRP. Parallèlement, l'Allemagne, elle, annonce avoir réalisé la plus grosse saisie financière de son histoire, une saisie de Bitcoin. Voilà l'actu de la semaine, le programme, le menu des pros des cryptos cette semaine. Votre machine à refaire l'actu de la semaine s'enclenche. Suivez-nous, on vous emmène. C'est parti. BFM Business, BFM Crypto, les pros. Claire Balva nous accompagne. Bonjour Claire, bonjour, bienvenue. Puis ça y est, il est là avec nous. La technique fait toujours des miracles. Thibaut Boutroux depuis la Moselle, depuis sa Moselle chérie, la ville de Metz. Bonjour Thibaut. Bonjour à tous. Bureau de Meria. Merci également Thibaut de nous accompagner si régulièrement. On va parcourir donc l'actu de la semaine en 20-25 minutes. En démarrant par l'Eldorado. Et l'Eldorado est en Allemagne. C'est ce qu'on a découvert cette semaine. La police allemande a saisi un trésor, mais un trésor en Bitcoin. Plus de 2,1 milliards de dollars en Bitcoin. C'est la plus importante saisie, Thibaut, de l'histoire en Allemagne. De quoi s'agit-il et que s'est-il passé ? Oui, c'est ça, une saisie record en Allemagne. 50 000 bitcoins qui ont été saisis par la police allemande. Alors, ce n'est pas uniquement la police allemande, hein, c'est une collaboration entre plusieurs autorités allemandes et également le FBI. Alors, on n'a pas encore beaucoup d'informations. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que a priori, ça proviendrait d'une plateforme de piratage qui opérait avant 2013. Les bitcoins auraient été acquis soit par le fruit du travail de la plateforme, soit directement payés avec du bitcoin sur le site de piratage. C'est un d'ailleurs des suspects qui a transféré les 50 000 bitcoins sur le wallet des autorités dans le cadre d'une coopération. Voilà, l'enquête est en cours, on devrait avoir plus de détails dans les prochaines semaines, mais en tout cas, grosse saisie côté allemand. Et maintenant, on attend de savoir ce qui va advenir de ces bitcoins, parce que pour l'instant, ils ont dit qu'ils ne donnaient pas de précision à ce sujet-là. Et ça a clairement animé la semaine, Claire. Il y a toujours des inquiétudes quand il y a des saisies records de bitcoin sur est-ce que les autorités vont les garder, est-ce qu'elles vont les vendre, est-ce que ça peut faire bouger les marchés, parce que quand vous essayez de vendre 50 000 bitcoins, forcément, ça peut faire baisser un peu le cours, donc il y a parfois du stress là-dessus, mais c'est très rare que les autorités décident de toute façon de vendre tout d'un coup. Oui, effectivement. Et par exemple, aux États-Unis, on sait que les autorités là-bas s'apprêtent à vendre plus de 117 millions de dollars de bitcoin dans le cadre de l'affaire judiciaire Silk Road. C'est une question. Quel impact ça pourra avoir sur les cours ? Exactement. Voilà. On va parler justement, puisqu'on évoquait les États-Unis, on va parler de la dédollarisation du monde. Le grand fantasme. La dédollarisation, oui, le grand fantasme de certains qui ont pour horizon un monde sans l'Amérique. Ça va être compliqué. Le dollar reste quand même et de très très loin la monnaie la plus utilisée dans le monde à tous les niveaux. Mais il y a des faits et des signes indubitables. Effectivement, de légère dédollarisation à certains niveaux. On sait que les banques centrales émergentes, Claire, diversifient de plus en plus leurs réserves avec de l'or, par exemple, pour moins dépendre du dollar. Premier signe. Est-ce que les cryptos participent elles aussi à cette dédollarisation que certains espèrent, voire fantasment ? C'est vrai que c'est un discours qu'on entend depuis longtemps et qui est vrai sur le plan théorique. C'est-à-dire que si on veut échapper au dollar, qui a quand même cette caractéristique d'extraterritorialité américaine, ou si vous utilisez du dollar, vous vous retrouvez soumis en quelque sorte à la loi américaine. Et donc, pour des pays, c'est quand même intéressant d'aller chercher des monnaies plus neutres ou de pouvoir commercer directement entre eux sans utiliser le dollar. Donc sur le plan théorique, Bitcoin par exemple ou d'autres crypto-monnaies pourraient être une alternative au dollar. Maintenant, ce qu'on constate dans la réalité, c'est que le dollar reste quand même ultra majoritaire dans les paiements transfrontaliers et qu'en fait, quand on regarde la liste des crypto-monnaies aujourd'hui, en termes de volume, la première, c'est même pas Bitcoin, c'est l'USDT. Donc en fait, au sein même des crypto-monnaies, le dollar est en tête et les crypto-monnaies, aujourd'hui en tout cas, elles témoignent aussi d'une sorte d'hégémonie du dollar en leur sein même. Maintenant, Bitcoin n'a peut-être pas dit son dernier mot et on voit bien que certains pays s'intéressent aussi aux crypto-monnaies, voire peut-être au CBDC, aussi aux monnaies numériques de banque centrale, pour essayer d'utiliser de moins en moins le dollar. Mais il ne faut pas croire que les crypto-monnaies sont une recette magique. Certaines ont du potentiel, Bitcoin notamment, mais ce n'est pas juste avec les crypto-monnaies qu'on va pouvoir dédollariser la planète. Thibaut, est-ce que les banques centrales diversifient leurs réserves ? Alors avec de l'or physique, oui, on le sait, mais aussi avec des cryptos, de plus en plus avec des cryptos. Alors,
Diversifier, le terme, il est peut-être fort parce que ça impliquerait que ce soit une action vraiment proactive de leur part. Alors, il y en a certains, oui, on le sait. Le Salvador, par exemple, ça, c'est de notoriété publique. Après, on sait qu'il y a d'autres pays, d'autres États qui ont du Bitcoin dans leurs réserves. On pense aux États-Unis, les chiffres sont publics. On pense au Venezuela où il y a des spéculations sur le sujet. Mais c'est très difficile d'en établir les proportions et dans quelle mesure ils ont été détenus. Quelques brèches qui continuent en tout cas d'apparaître, mais ça ne reste que des brèches. Elles s'esquissent très très marginales, dédollarisation au rythme d'une tortue au sprint, il faut bien le dire. Mais enfin, ça avance un peu, cette dédollarisation. Elle avance aussi via les devises numériques de banque centrale. Vous avez dit un mot clair, elles deviennent opérationnelles, certaines devises numériques de banque centrale, dans certains pays pour enjamber le dollar. C'est le cas des Émirats arabes unis qui utilisent leur devise numérique, le dirham numérique, pour faire des transactions internationales. On les a vus, les Émirats arabes unis, là, ces derniers jours, faire leur premier transfert transfrontalier en dirham numérique, et c'était en direction de la Chine. Oui, alors c'est notamment ce qui se passe dans le cadre d'un projet qui s'appelle M-Bridge, qui est en gros une plateforme qui permet d'utiliser plusieurs monnaies numériques de banque centrale sur la même interface, sur la même plateforme. Et donc elle a été construite par plusieurs pays, notamment la Chine, les Émirats arabes unis, mais aussi la Thaïlande et Hong Kong. Et on a à peu près 20 ou 25 pays observateurs de cette initiative, de cette plateforme. Donc il y a une vraie curiosité, notamment de ce qu'on appelle les BRICS et puis plus globalement des économies émergentes dans le monde pour trouver des solutions pour se dédollariser. Et on voit bien que les monnaies numériques de banque centrale sont une vraie solution pour retrouver de la souveraineté dans les paiements transfrontaliers et arrêter de dépendre des États-Unis. Les pros des cryptos se poursuivent, votre machine à condenser le temps, l'actualité de la semaine. Et voici venu le moment de la question crypto qui claque. Chaque semaine, on pose une question qui fâche, qui claque. Sur nos réseaux sociaux, notre fil X, BFM Crypto, notre fil LinkedIn également. Thibaut et Claire, êtes-vous prêts ? On est prêt. On est prêt. On entend mal la musique, je le dis juste à Fabien qui nous suit. Voilà, de la tension, il en faut de la tension, on l'assume cette tension. Alors que la régulation des cryptos avance très vite, selon vous, les hommes politiques sont finalement assez au fait des enjeux crypto, ou au contraire, les hommes politiques sont encore dépassés par tout ça? Voilà la question qui claque et qui clash de la semaine. Je vous laisse un instant pour réfléchir à l'un et l'autre. Claire, Thibaut, les hommes politiques sont-ils dépassés par les cryptos ou finalement sont-ils au fait des enjeux crypto? Claire. En majorité dépassés. En majorité dépassés. Thibaut. Ouais, en majorité plutôt dépassés. Je rejoins Claire. Vous aussi, chez vous, vous avez peut-être un avis sur la question aussi tranché que nos experts. N'hésitez pas à participer sur nos réseaux sociaux, à répondre à cette question qu'on vous a posée ce matin sur notre fil X BFM Crypto. Et à commenter, tiens, laissez-nous vos arguments, bien sûr, en commentaire. Vous estimez qu'ils sont encore dépassés, les hommes politiques, alors que la régulation avance quand même, Claire? Bien sûr, mais c'est comme partout, c'est comme dans les entreprises, en fait. Il y a toujours certains d'entre eux, certaines personnes qui ont étudié le sujet. Mais les cryptos, c'est pas un sujet où on peut se dire, voilà, je vais lire un article pendant 10 minutes et puis je vais être au fait des enjeux des cryptos. En fait, il faut quand même étudier le sujet en profondeur, ne serait-ce que pour comprendre de quoi on parle. Donc pour ça, il faut avoir le temps, et tous les hommes politiques ne peuvent pas passer des semaines et des semaines à étudier les cryptos, et c'est bien normal. Donc il y en a certains qui sont au fait, parce qu'ils les ont étudiés, parce qu'ils bossent sur la réglementation, et puis la majorité d'entre eux, ils ont autre chose à faire, et ils ne s'intéressent pas au sujet, donc ils peuvent naturellement pas être au fait de ces enjeux-là. Il y a des hommes politiques de l'Assemblée, des députés qui nous écoutent. Les pros des cryptos sont écoutés par certains députés. Ouais. Je vous le dis comme ça au passage. Pas de pression, aucune pression. On est entre nous. Mais on est aussi un peu écoutés. Ils sont parfaitement au fait. Il ne faut pas généraliser. Bien sûr. Alors, qui a dit que les hommes politiques étaient dépassés? Il se trouve que d'anciens ministres haut placés travaillent désormais pour les acteurs crypto. Je pense à Coinbase. George Osborne, l'ancien ministre des Finances britannique, l'ancien chancelier de l'échiquier, George Osborne, travaille désormais pour Coinbase. Mark Esper aussi. Mark Esper, ça vous dit peut-être rien. C'est quand même l'ex-secrétaire à la défense américain. Pourquoi choisissent-ils, Thibaut, Coinbase, et pourquoi Coinbase fait-il appel à eux? Ouais, alors c'est pas une surprise, et c'est pas anodin non plus. On est dans un momentum où les régulateurs et les politiques sont de plus en plus exigeants avec le secteur crypto, où il y a quand même encore une certaine hostilité qui est en train de se dégager, mais en même temps on constate qu'il est en train de se passer quelque chose. D'un côté comme de l'autre, aujourd'hui le constat il est unanime. Donc finalement, c'est pas surprenant de voir des géants de la crypto qui s'intéressent à ces profils et de voir des profils comme ça qui s'intéressent aussi aux géants de la crypto. Pour Coinbase, l'intérêt il est multiple. Déjà, ça permet un petit peu de soigner son image, en montrant finalement aux régulateurs et aux politiques qu'on s'attache les services de personnes qui ont travaillé auparavant chez eux, donc avec des compétences qui sont quand même reconnues. Et en même temps, c'est aussi des gens
gens qui comprennent le fonctionnement de l'autre monde et donc qui vont pouvoir amener un petit peu une meilleure compréhension, qui vont permettre en interne de processiser, de permettre de cocher les cases pour être un petit peu plus dans les attentes du régulateur. Donc c'est pas anodin. C'est d'ailleurs pas une première. On avait déjà eu des mouvements comme ça dans le passé. J'ai en tête c'était Brian Brooks aux États-Unis qui avait fait aussi le pas en passant PDG chez Binance, même si son séjour chez Binance il avait été relativement court. Mais c'est pas surprenant et on risque de voir plus le secteur va se structurer, se développer, plus on risque de voir des hommes politiques passer d'un monde à l'autre finalement. On poursuit. Vous avez cité Binance. Tiens, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Binance dans ce rendez-vous des pros des cryptos. Ça tombe bien, on va rebondir justement. Binance, 2 mois après, Binance a-t-il perdu son hégémonie en termes de part de marché 2 mois après le départ de CZ, 2 mois après les milliards là, dont on a parlé d'infractions. Enfin bref, on en est où entre la SEC et Binance? Et puis que devient CZ aussi, dont on ne parle plus non plus? Claire. Ouais, alors Binance n'a pas vraiment perdu son hégémonie dans le sens où il n'y a pas une autre plateforme qui serait devenue plus grosse que Binance et qui aurait pris la place de Binance. C'est toujours les premiers. Voilà. En revanche, ce qu'on observe, mais ce n'est pas un phénomène très récent, c'est ce qui se passe depuis une année à peu près, c'est une baisse de Binance en termes de part de marché. Entre janvier 2023 et janvier 2024, ils sont passés de 63% de part de marché à 43% de part de marché. Donc on voit bien qu'ils ont baissé. Néanmoins, là, depuis 2 mois, on observe une sorte de rebond. Voilà, ils remontent autour des 50% de part de marché. Alors on estime que c'est dû à leur promotion sur le mois de décembre, une promotion 0 frais sur Binance, et puis à la hype aussi sur les ETF qui a permis de relancer le trading sur les crypto-monnaies. Et donc il y a peut-être beaucoup de gens qui utilisent un peu moins Binance qui s'y sont remis. Maintenant, c'est plutôt sain, je trouve, d'avoir une plateforme aussi grosse que Binance qui baisse un petit peu en proportion de part de marché. Ça laisse de la place aussi à d'autres. Et concernant CZ, franchement, que devient-il ? On n'en sait pas grand-chose, puisque autour du 9-10 décembre, il a annoncé qu'il allait s'éloigner un petit peu de Twitter et qu'on allait moins entendre parler de lui. Donc peut-être aussi qu'il prend des vacances. Ça lui fait sans doute du bien à passer ces années passées dans la crypto. On en est où aussi entre Binance et la SEC en termes d'enquête voilà. On a vu que Binance a été condamné à payer une certaine amende par la SEC, CZ aussi. Donc on attend surtout les suites du procès de CZ qui avait plaidé coupable auprès de la SEC. Donc affaire à suivre. Côté FTX aussi, il y a des news cette semaine. Vous les avez repérées, Thibaut? On peut peut-être les rappeler à ceux qui nous suivent chaque vendredi dans les pros des cryptos. Thibaut nous entend-il? Je ne sais pas. Thibaut. C'est dommage. Alors voilà, pour ceux qui nous suivent en direct à la télévision, vous voyez Thibaut parler. Mais vous n'êtes pas dans un film de Charlot. Non, c'est pas du cinéma muet. Il y a un problème technique. Voilà, on ne va pas se cacher derrière nos petits doigts. On espère le résoudre, ce petit problème technique. Vous n'avez pas appuyé, Thibaut, sur la touche micro éteint? Non, pas du tout. Non, ça, on voit à ses lèvres que non, il va pas appuyer. Mais en direct à la Effectivement. Bon, on lui reposera la question à l'occasion en espérant que les choses s'améliorent. Par contre, on entend bien l'intelligence artificielle quand elle s'adresse à nous. C'est l'IA, effectivement, notre robot R2D2 qui nous accompagne régulièrement dans ce rendez-vous. L'IA en force, l'IA qui monte en puissance. L'IA vous recrutera-t-elle, vous, les acteurs de l'écosystème crypto? C'est une vraie question. L'IA adoptera-t-elle l'écosystème crypto ou dévorera-t-elle l'écosystème? C'est une vraie question. Est-ce que l'IA est un concurrent à l'écosystème crypto et au blockchain ou au contraire une opportunité? Cette question, Vitalik Buterin a tenté cette semaine d'y apporter une réponse. Il a exposé dans un article de blog sa vision sur l'usage potentiel de l'IA dans les blockchains. Claire. Et cette question que tout le monde se pose, est-ce que par exemple Bitcoin pourrait devenir la monnaie native de l'intelligence artificielle? Oui, alors c'est là aussi un grand fantasme, d'autant plus que ça fait plusieurs mois que l'intelligence artificielle est en pleine hype, donc il y a énormément de fantasmes autour de ce qu'on va pouvoir faire avec l'IA. La réalité des choses, c'est quand même que tout ça est très prospectif, même si on a vu cette semaine des prédictions de David Marcus, donc un ex-Facebook, et aussi du cofondateur de Palantir, qui nous disaient tous les deux que Bitcoin pourrait devenir une sorte de monnaie native dans l'intelligence artificielle, et notamment que les agents d'IA, donc les entités d'intelligence artificielle, pourraient se coordonner entre elles avec des satoshi, avec des sats, vous savez, la plus petite unité de Bitcoin, on appelle ça un satoshi. Oui. Donc ils pourraient se coordonner entre eux avec des crypto-monnaies. Pourquoi ? Parce que Bitcoin et les autres crypto-monnaies sont des monnaies programmables et donc beaucoup plus faciles à utiliser pour une intelligence artificielle que de l'euro ou du dollar.
Ouais. L'intelligence artificielle, le Bitcoin deviendra-t-il la monnaie native de l'intelligence artificielle? Ces questions, elles restent ouvertes et on peut retrouver bien sûr l'article de blog de Vitalik Buterin qu'il a publié, je crois que c'était mardi si je ne me trompe pas. Thibaut, même question, l'IA, quel usage, quelle utilité pour l'écosystème crypto? Est-ce que par exemple l'intelligence artificielle pourrait servir à empêcher les piratages? Je vous pose la question, parce que décidément les piratages continuent. Et n'épargne vraiment personne. Le président et cofondateur de Ripple, Chris Larsen, s'est lui-même fait dérober via un hack des millions de XRP. Ouais, tout à fait, Guillaume. Donc, on a eu donc c'est l'enquêteur Zach XBT qui a dévoilé ça. Donc, il a expliqué comment et pourquoi le fondateur de Ripple s'est fait extirper. On parle quand même de plus de 100 millions de dollars de XRP qui ont été dérobés. Donc, le montant, il est colossal. D'ailleurs, suite au dévoilement de l'enquête, il a confirmé les faits en précisant d'ailleurs que les fonds de Ripple n'étaient pas impactés, que c'était des wallets indépendants et que les enquêteurs étaient également sur le coup et que les plateformes pourraient potentiellement geler les fonds. Alors, est-ce que l'IA pourra potentiellement demain empêcher ce genre d'action? Il y a du oui et il y a du non dans la réponse en fait, parce qu'effectivement l'IA va permettre d'automatiser un certain nombre de choses, va permettre d'améliorer un certain nombre de process. Il y a Vitalik, d'ailleurs, vous en avez parlé tout à l'heure, qui a fait une plaidoirie sur le sujet et qui mettait en avant un certain nombre de choses. On pourrait par exemple imaginer des assistants qui vont empêcher de valider ou de signer des transactions frauduleuses. Donc il y a pas mal de choses qui vont pouvoir être faites, qui vont pouvoir corriger un certain nombre d'attaques auxquelles on est soumis aujourd'hui. Par contre, il faut pas oublier que si à un moment donné les défenseurs ont cette boîte à outils entre les mains, ça veut dire que les attaquants l'ont également et qui vont pouvoir aussi redoubler d'ingéniosité pour mettre en place des nouveaux types d'attaques. Et finalement, on va rester dans la configuration du jeu de la souris. C'est un petit peu toujours ce jeu-là sur l'attaque et la défense. Donc, il y aura peut-être moins d'attaques comme on les connaît aujourd'hui. On aura certainement des nouvelles. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que l'IA jouera un rôle dans les attaques futures. Oui, et comment se prémunir des différents piratages? Alors, on en parle beaucoup parce qu'effectivement, le président et cofondateur de Ripple, Chris Larsen, s'est fait dérober des millions de XRP. Ceci dit, les choses s'améliorent. Vous connaissez ce proverbe africain, sans doute. Un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. On a quand même une forêt de bonnes nouvelles qui sont en train de pousser dans l'écosystème crypto, y compris sur le nombre de vols et de piratages. Il se trouve que le nombre de vols de crypto en 2023 a plutôt eu tendance à diminuer, Thibaut. Ouais, c'est ça. Alors, il y a eu beaucoup d'articles sur le sujet parce que c'est un peu la saison où les rapports sur le sujet sont en train de tomber. Alors, il faut distinguer trois choses différentes. La première, quand on parle d'attaque, de hack ou de vol, il y a le nombre d'attaques en volume. Là, pour le coup, on n'a pas forcément eu une amélioration qui est significative. On est même plutôt sur les mêmes standards. Par contre, là où on fait beaucoup de progrès, c'est sur le volume financier du préjudice qui est lié à ces attaques, où là, il y a un rapport qui est sorti de TRM Labs qui dit qu'on a gagné 50% par rapport à l'année 2022, donc c'est quand même significatif. Il y a plusieurs raisons à ça. La première raison, c'est qu'il y a d'abord une meilleure collaboration entre d'ailleurs les acteurs de l'écosystème, mais aussi les acteurs extérieurs. Donc ça permet vraiment de réagir beaucoup plus vite. Il y a aussi des meilleurs process. La régulation et la structuration de l'industrie apportent aussi ce genre de choses. C'est-à-dire que les plateformes ont des meilleurs outils en interne et peuvent mieux se prémunir de ce genre de choses. Et donc, même si on n'empêche pas forcément l'attaque, on est peut-être capable de réagir plus vite et ainsi de limiter le préjudice financier. Donc ça, c'est plutôt les bonnes choses. Et il y a une troisième ligne qui est parfois mélangée un petit peu dans tout ça, c'est quand on parle des activités illicites qui sont liées aux crypto, parce qu'il y a le grand rapport de Chainalysis qui est sorti également, où là, on a plutôt aussi un signe très positif, puisque on apprend encore une fois, enfin pour ceux qui ont passé plus de 5 minutes à s'intéresser au sujet, c'est pas une surprise, mais on a 0,34% du volume de transactions crypto qui est lié à des activités illicites. Donc c'est un montant qui est dérisoire, qu'il faut quand même continuer à essayer d'améliorer, mais en tout cas ça va dans la bonne direction. Bon, un tout petit mot FTX, on a été coupé tout à l'heure avec le problème technique, mais il y a eu des news, de nouvelles actualités et des développements sur FTX. En 30 secondes, il nous reste vraiment peu de temps, on arrive presque au bout là, Thibaut. En 30 secondes, il y avait deux grosses infos cette semaine qu'il ne fallait pas louper. La première, c'est que a priori les créanciers seront remboursés. La mauvaise nouvelle, c'est que ce sera au montant finalement de quand il y a eu le hack et en équivalent dollar, donc au pire moment entre guillemets pour le marché, mais c'est toujours mieux que rien. Et la seconde information, c'est que FTX ne renaîtra pas de ses cendres, c'est-à-dire que là ils ont officiellement annoncé que FTX ne repartira pas parce que la gestion était trop chaotique et ce serait trop compliqué de repartir sur des bases saines. C'est les deux grosses informations importantes. En partant de renaître de ses cendres, il y a Solana qui remonte fort. On a une question d'un auditeur, il s'appelle Laurent, il nous demande pourquoi Solana remonte-t-il la pente aussi vite, aussi fort? Claire, on a une réponse à lui apporter? Oui, alors c'est en partie
affilié à un projet DeFi sur Solana qui s'appelle Jupiter, qui est un agrégateur de DEX, donc d'échanges décentralisés, qui a beaucoup de succès à tel point qu'il a même dépassé Uniswap, qui est le plus grand exchange décentralisé. Voilà, il a dépassé en termes de volume sur une période de temps donnée. Wow. Et il se trouve que ce projet, Jupiter, a lancé un airdrop de son jeton natif, son jeton de gouvernance qui s'appelle le JUP. Et pour être éligible à l'airdrop, il fallait faire du trading, il fallait faire des échanges sur Jupiter. Donc forcément, il y a beaucoup de gens qui se sont lancés dans des échanges sur ce protocole et ça a fait monter globalement le protocole Solana pendant cette période. Et cette actualité au quotidien, vous pouvez la suivre avec Amaury de Tonquédec dans BFM Crypto Le Club du lundi au jeudi, même endroit, même heure à 15h. Vous pouvez nous retrouver aussi bien sûr tout au long du week-end sur notre chaîne YouTube BFM Crypto pour les pros des cryptos. Si vous souhaitez, pourquoi pas vous resservir, c'est à volonté. Merci de nous avoir accompagnés. Claire Balva pour Débloc. Et Thibaut Boutroux depuis Metz, depuis les bureaux de Meria. Merci beaucoup Thibaut également d'avoir participé à ce rendez-vous. Et on se retrouvera la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bon week-end les amis. Merci beaucoup. BFM Business, BFM Crypto, les pros.